Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Alyosha Walazowski, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, vous êtes musicien, on y viendra dans un instant, vous êtes professeur d'université, mais vous êtes aussi auteur de très nombreux livres, je ne peux pas tous les citer, et vous nous revenez avec un nouveau livre absolument passionnant, À chacun son rythme, petite philosophie du tempo à soi, qui mélange, on va dire, la sociologie, votre culture musicale, mais aussi évidemment des réflexions sur la biologie du corps humain. Alors nous sommes entrés dans une société vraisemblablement arythmique par bien des aspects, et pas seulement par des aspects purement biomédicaux. Cette société arythmique, on va le rappeler, a été annoncée depuis de très nombreuses années dans le champ des sciences humaines. Et comme je vous ai lu, j'ai essayé de vous lire attentivement, je me suis souvenu d'une lecture d'il y a quelques années qui m'avait beaucoup intéressé, qui était une prophétie écrite dans les années, je crois, 1940, par Daniel Halévy. Daniel Halévy, c'était donc un grand penseur de la première moitié du XXe siècle. Et il a écrit, effectivement, à la fin de sa vie, un livre où il montre que nous sommes sans doute entrés, qui s'appelle l'essai sur l'accélération de l'histoire, que nous sommes entrés dans un moment de l'histoire humaine, qui est un moment de l'histoire occidentale, mais plus que cela, où au fond, le rythme général, le tempo général de nos sociétés est en train de s'accélérer. Est-ce que je résume bien l'un des points de départ de votre réflexion dans ce livre passionnant, À chacun son rythme, aux éditions Le Pommier, Alyosha Walazowski? Oui, merci pour cette introduction. C'est une très bonne entrée en matière. Je dirais même que notre époque contemporaine signe cette idée qu'il y a une confusion des rythmes aujourd'hui, que ce soit à la petite échelle ou à la grande échelle. C'est ça qui est une complication aujourd'hui dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire, une confusion des rythmes, justement? C'est que le rythme, par exemple, le rythme professionnel aura tendance, via les mails que nous recevons chacun sur nos téléphones portables, à empiéter sur le rythme de la vie privée, par exemple? C'est-à-dire qu'effectivement, sur le plan du rythme social, du rythme familial, du rythme individuel ou du rythme collectif, du rythme singulier ou politique, nous sommes vraiment dans une situation où ces rythmes s'entrechoquent, se croisent, mais il y a une certaine violence des rythmes. Je détournerai d'ailleurs la phrase de Sartre, l'enfer c'est les rythmes aujourd'hui. Absolument, vous faites beaucoup de calembours comme ça dans le livre, c'est d'ailleurs ce qui le rend extrêmement appréciable et intéressant à la lecture aussi, c'est que c'est un livre sérieux, c'est un livre de sciences humaines, c'est un livre d'universitaire, mais c'est aussi un livre qui joue avec les mots, qui n'hésite pas à jouer avec les mots, à créer des concepts. On va y venir dans un instant. Alors je rappelle, donc vous êtes avec nous pour une demi-heure sur À chacun son rythme. C'est votre nouveau livre. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur, Alyosha Walazowski, mais vous êtes aussi, c'est vrai, un théoricien de notre époque. Et vous avez lu, comme certains d'entre nous, le grand sociologue allemand Hartmut Rosa. Alors j'étais allé le voir, moi, il y a une dizaine d'années, chez lui, dans son laboratoire. Il a écrit un livre qui a beaucoup marqué les sciences sociales contemporaines, notamment l'école de Francfort, dont il est un des continuateurs, qui s'appelle Accélération. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que prophétise Hartmut Rosa, que vous citez d'ailleurs dans votre livre, dans ce livre important qui s'appelle Accélération? Oui, le constat de l'accélération est indéniable. Il suffit de voir comment le nombre de mails qui sont échangés dans le monde par jour, c'est à des niveaux de milliards. La manière dont nous consultons nos téléphones portables de manière frénétique, Alors, accélérée. vous rappelez des statistiques qui sont absolument passionnantes, qui vont passionner nos auditeurs. Toutes les 12 minutes, Exactement. un individu ouvre son téléphone portable pour le consulter. Exactement. Ça, c'est dans nos habitudes, c'est ancré maintenant. C'est notre fonctionnement social, culturel, intellectuel même. Voilà. C'est-à-dire que, pour être très, très concret, même s'il n'y a pas de sonnerie de message, de vibration dans la poche, on est quand même forcé, compulsivement, j'allais dire, de le regarder. C'est devenu un geste presque naturel. Et notre rapport à l'écran, 11 heures par jour, nous passons devant un écran quel qu'il soit, de la télévision, de l'ordinateur, du téléphone portable. Notre rapport à l'écran, notre rapport au numérique a totalement changé. Ça, c'est une donnée évidente et c'est un processus d'accélération. Pourquoi? Parce que nous sommes tout le temps sollicités en permanence. Notre esprit, notre intellect, c'est devenu presque une seconde nature pour nous d'avoir ce rapport ultra connecté. Je suis d'accord évidemment avec cette thèse. Maintenant, la question c'est quelle solution il faut proposer. Est-ce qu'il faut décélérer? Est-ce qu'il faut ralentir? Est-ce qu'il faut changer ses rythmes? On va venir aux solutions. N'allez pas plus vite que la musique, si vous me passez l'expression. Alyosha Walazowski, bien évidemment venu dans votre cas. Comptez sur moi. On va passer aussi à votre activité à la fois de musicologue, mais aussi de musicien, très concrètement, puisque vous êtes un penseur, mais vous êtes aussi un batteur. Mais restons alors sur ce constat actuel que nous pouvons faire d'une accélération du monde. Rosa, vous le citez d'ailleurs dans votre livre, Hartmut Rosa, rappelait que celle-ci est liée à l'accélération de nos rythmes de vie, de nos biorhythmes, mais aussi
à l'accélération objective, moins subjective si vous voulez, des innovations technologiques. Il s'est écoulé 38 ans entre l'invention du poste de la radio à la fin du 19e siècle et sa diffusion à des millions de personnes qui l'utilisaient. À grande échelle, bien sûr. À grande échelle. Tandis que cela n'a pris que 4 ans pour la connexion à Internet. Et on voit bien aujourd'hui d'autres phénomènes, le Wi-Fi, la 5G, etc. Voilà. Nous sommes pris dans une accélération du monde de la téléphonie, pour faire vite. Oui. Alors, question très, très simple, avant qu'on revienne au biorhythme et aux solutions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement des raisons, j'allais dire, banalement économiques ? C'est-à-dire le lobbying des opérateurs de la téléphonie, qui est considérable. On connaît la puissance qu'ils ont aujourd'hui sur le politique, pour imposer tout simplement justement leur rythme technologique, et nous sommes pris au fond dans des processus qui échappent à la décision politique en réalité. Oui, bien sûr, oui, c'est un des aspects du sujet, c'est-à-dire cette dimension à la fois évidemment internationale, même multinationale, transversale, ce pouvoir économique est totalement chamboulé. Ça représente une masse évidemment d'argent, de données, d'enjeux. Et que quand on est un responsable politique, on se dit je ne peux pas exclure mon pays de ces évolutions technologiques. Je ne veux pas, disait Emmanuel Macron, que mon pays ce soit comme les Amish qui refusent la 5G. Bien sûr, et puis moi, de toute façon, je suis pas du tout contre cette dimension technologique. Vraiment, je pense qu'il y a d'autres, d'autres solutions des pas de côté. Mais la technologie fait partie de nos vies. Vous êtes plutôt du côté d'un réformisme, au fond. C'est-à-dire, on essaye de prendre dans les technologies le meilleur de ce qu'elles peuvent donner, mais on n'est pas sur une attitude qui aurait pu être celle de l'école de Francfort, première manière, c'est-à-dire du refus systématique des technologies. Qui d'ailleurs coïncide dans mon vocabulaire à des contre-rythmes. On peut opposer des rythmes à d'autres, mais voilà, toute la question c'est quand on s'y oppose, il y a des conséquences évidemment, soit de refus, de repli, voilà. Donc la question c'est plutôt d'essayer de traverser ces rythmes, mais autrement, de se les approprier, mais d'en faire autre chose, d'y participer, mais de pas y être, ne pas subir cette vision-là. C'est l'opposition que je fais entre cadence et tempo d'ailleurs. Alors absolument, vous allez nous la rappeler, l'opposition entre cadence et tempo, et il y a une autre conceptualité que vous introduisez, il y en a 3 en fait dans ce livre, c'est la notion de rythme-relation. Alors on va y finir. Engager un nouveau rythme, changer de vie ou de relation, varier les multiples contacts qui nous environnent, c'est prendre un pari sur le potentiel, le virtuel, le possible. Et vous ajoutez, en philosophe, la tension diverse au cœur de l'échange entre les rythmes, de la diplomatie courtoise à l'affrontement direct, implique ce que nous appellerons un rythme-relation. La principale caractéristique de ce rythme-relation est l'élasticité, la plasticité, la capacité à s'étendre et à se tendre. Passer de rythme subi, écrivez-vous, au rythme choisi, c'est un souhait, une espérance, une lutte. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est très beau. Hein. Est-ce que c'est utopique, c'est ça peut-être ? C'est-à-dire, est-ce que vous ne prenez pas un peu vos désirs pour des réalités, étant donné ce que sont les tempos de vie de la plupart de nos contemporains aujourd'hui, qui sont beaucoup plus dans le subir que dans l'agir ? Oui, mais voilà. Oui, non, mais le constat est celui-ci. Effectivement, le point de départ, c'est de dire que nous subissons les rythmes qui sont violents, qui font une violence et qui peuvent emmener parfois effectivement vers le burn-out, la dépression ou le rejet. Et qui sont probablement, si on est un peu marxiste, comme l'étaient les théoriciens de l'école de Francfort, qui sont probablement la forme contemporaine de la domination sociale en réalité. Oui. Elle ne s'exerce plus au travers forcément d'un mépris de classe affiché, etc. Elle s'exerce de manière plus subreptice au travers de ces processus de domination technologique. Oui, et puis on le voit dans le monde du travail, tous les jours. Exactement. Mais simplement, où le temps passé des gens à faire leur activité est compté seconde après seconde. On sait bien que dans les grandes enseignes comme McDonald's, par exemple, il y a un flicage des salariés qui est considérable, mais pas que McDonald's. Hein. Donc, c'est la réalité, c'est que le temps n'est plus que jamais de l'argent. Mais de toute façon, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, cette question des rythmes du travail, c'est un des aspects essentiels. De toute façon, je pense que toute la question de la réforme des retraites, c'est ça. C'est strictement cette question des rythmes de vie, de travail, et comment conjuguer le rythme individuel et le rythme collectif. Alors, ce livre est écrit, je rappelle, Alyosha Walazowski, nous sommes ensemble pour commenter ce livre foisonnant, qui est à la fois de la sociologie, mais aussi de la culture, disons une généalogie du contemporain, à chacun son rythme, petite philosophie du tempo à soi, aux éditions Le Pommier. Il est écrit d'ailleurs de manière très intéressante, c'est qu'il y a des thèses qui sont développées, et puis vous avez des incises, des excursus. Et vous faites un excursus passionnant sur la réforme des retraites. En fait, si ça coince, mentalement, pour tant de Français, c'est pas tellement pour les 64 ans en eux-mêmes, en réalité. Bien sûr.
Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, c'est plutôt sur la manière dont on voit sa vie et la manière dont on l'a construite et dont on peut justement en faire quelque chose, en profiter. C'est vraiment la conjugaison des rythmes individuels et collectifs, personnels et communs. Parce que, à mon avis, la solution, c'est que à chacun son rythme, mais pour faire rythme commun, pour faire société. La question n'est pas de sortir des rythmes sociaux qui nous sont imposés. C'est impossible. Nous sommes tous tributaires et nous trouvons d'ailleurs dans le travail des satisfactions évidentes, c'est certain. La question, c'est comment on va pouvoir conjuguer ça. Et là, il y a une vraie réflexion à creuser. Alors c'est là que justement vous êtes précurseur parce que vous nous donnez des pistes d'avenir. Alors nous verrons si nos sociétés en tout cas les empruntent. Pour l'instant nous ne pouvons pas dire, mais en tout cas vous dessinez des pistes d'avenir. C'est-à-dire à la fois cette notion de rythme-relation, mais aussi cette notion connexe, très proche, d'outre-rythme. En quoi cela consiste et pourquoi par exemple les exemples de Toussaint Louverture ou de Rosa Parks vous paraissent-ils intéressants? Alyosha Vlasovsky. Oui. Au départ, la question c'est est-ce qu'il faut mieux être plutôt du côté du rythme individuel? D'ailleurs, c'est ce que j'appelle la team Sartre, parce que Sartre a choisi comme sport quand il était jeune la boxe. Ou est-ce qu'il vaut mieux être team rythme collectif, comme Camus, qui lui a choisi le football, qui est d'ailleurs le symbole du partage ensemble, du collectif, comme il le fait avec le journalisme ou avec le théâtre. La question c'est comment on arrive à conjuguer justement l'individuel et le collectif. Je prends d'ailleurs l'exemple des Beatles, dans leur dernier concert de janvier 1969, ils n'étaient déjà plus ensemble. Chacun avait sa carrière solo, mais ils ont quand même fait un superbe concert sur le toit d'Apple le dernier jour de janvier 69, un concert de 9 chansons et 42 minutes pour être ensemble une dernière fois. Ce qui est passionnant, c'est-à-dire que vous nous montrez bien que l'articulation du rythme propre à soi, ajusté, j'allais dire, à sa biologie aussi et à sa psychologie. Oui, très important, vous avez raison. On va y venir, n'est pas incompatible, Alyosha Vlasovsky, avec la participation à un commun social. Exactement. Ça n'est pas du tout, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Non, c'est conjonctif. Oui, et il ne s'agit surtout pas d'opposer accélération avec ralentissement ou décélération, le rythme à soi, égoïste ou personnel, face au rythme commun où on participe avec les autres. Non, la question c'est l'outre-rythme. Absolument. Ce qui vient d'ailleurs... Il faut que vous donniez une définition, parce que les concepts effraient, vous savez bien. Je pense que les auditeurs auditrices auront en tête évidemment l'outre noir que Pierre Soulages a mis en place dans sa peinture, c'est-à-dire le fait de varier en fait le positionnement du spectateur par rapport à l'installation et la lumière permet de dégager des clartés au sein d'un tableau qui semblerait a priori unifié et tout noir. Et donc l'outre-rythme, c'est dans le monde social, comment faire varier sa position pour trouver des chemins de traverse et des échappées. Alors je vous lis parce que c'est passionnant, là on est au cœur de ce que peut être le refaçonnement au fond moral de nos sociétés dans les années qui viennent, peut-être dans la décennie qui vient. On ne sait pas si on ira vers cela. Peut-être qu'on ira au contraire vers une société avec des disruptions de plus en plus grandes. Pour l'instant, nul ne le sait. Mais c'est là que votre réflexion sociologique est précieuse. À chacun son rythme, Alyosha Vlasovsky. Dans cette partie-là de votre livre, on va évoquer la deuxième après, c'est que vous dessinez des pistes d'avenir d'utopie raisonnable en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire il ne s'agit pas de casser les rythmes tels qu'ils sont. Sinon, la société va effectivement dans le mur. Mais les rythmes tels qu'ils sont aujourd'hui imposés sont des cadences infernales vécues par beaucoup de citoyennes et citoyens. La plupart des gens, évidemment, aujourd'hui, sont au bord de la crise de nerfs. Exactement, voilà. Et ça c'est très important à comprendre. Trouver son outre-rythme personnel, écrivez-vous, Alyosha Vlasovsky, est une étape vers une plus grande autonomie, tant de l'individu que du corps social. Et vous ajoutez, les étapes d'une libération intime nous mettent sur la voie d'une vie épanouie. Elle passe par un sursaut hors du commun, puis un investissement vers un autre commun. Alors justement, cet autre commun qui articulerait entre les rythmes individuels de chacun de nos compatriotes, si on se place au niveau de la société française. Il faut prendre des choses comme ça. Quelles sont les formes concrètes, doivent se demander beaucoup de nos éditeurs, que pourrait prendre justement cet autre commun dont vous dessinez utopiquement, mais au bon sens du terme, les contours. Bien sûr. Alors vous citiez des exemples tout à l'heure, mais ça c'est effectivement Rosa Parks ou Toussaint Louverture. C'est plutôt des contre-rythmes, c'est-à-dire vraiment des refus des rythmes tels que la violence même de la société les impose. Nous, dans notre situation, c'est un peu différent. Vous êtes sûr que c'est différent? Bon, disons qu'on l'avocat du diable. Oui, non, mais disons que les solutions, en tout cas dans un champ démocratique comme le nôtre, mais où effectivement les violences sociales, les violences quotidiennes, le monde du travail est très dur, et la manière de concilier justement, on l'a dit tout à l'heure, avec un numérique ultra présent, hyper connecté, ça rajoute aussi une tension. Comment éviter cette tension? La question, je pense, c'est celle justement du pas de côté et de la manière dont
dans nos vies quotidiennes, on est capable de changer un peu nos rythmes tels qu'ils sont par rapport au numérique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? À partir de quel moment on sait qu'on n'est plus efficace et que justement on tombe dans une spirale ? Dans les champs politiques ou sociaux, à partir de quel moment on est épanoui ou heureux dans le travail ? À partir de quel moment on sort de ce cadre-là ? Vous voyez, les rythmes, c'est vraiment une question d'équilibre, d'ajustement. Mais je pense qu'il faut en avoir conscience, sinon on peut aller vraiment vers une dérive. Alors c'est absolument passionnant parce que c'est un livre de sociologie, mais c'est aussi un livre d'intellectuel engagé au bon sens du terme. En réalité, vous vous inspirez de la pensée des Lumières, c'est-à-dire d'essayer toujours de trouver les moyens d'une mesure et d'une harmonie du monde qui ne soit pas simplement rêvé et fantasmé. À ce titre, d'ailleurs, Toussaint Louverture, qui a eu ce beau combat contre l'esclavage, est une figure des Lumières, qui est au cœur du siècle des Lumières. Hein. Alors justement, qu'est-ce qui vous inspire, Toussaint Louverture, Alyosha Vlasovsky ? Moi, je pense que c'est compliqué aujourd'hui, par exemple, de parler de progrès social, de parler de progrès culturel, de progrès humain. On a tellement l'impression que... Les gens se disent, en gros, c'est du blabla, mais ça ne correspond à rien dans nos vies. Oui, l'horizon est Mais oui, c'est exactement ça. L'horizon est totalement obscurci. Tout semble impossible. C'est ce que notre ami Pierre-André Taguieff, le politologue, avait appelé il y a une vingtaine d'années déjà l'effacement de l'avenir. Hein. Oui. Et là, avec ce livre, À chacun son rythme, vous faites le contraire. Vous nous rouvrez des pistes d'avenir crédibles. Mais oui. À portée de main, en quelque sorte. Je vais vous dire un exemple très concret. Un exemple très concret, c'est que justement, les rythmes nous sont imposés. Or, il y a des rythmes naturels, mais qu'on a un peu fait disparaître du champ de notre horizon. Alors là, on bascule sur une deuxième dimension. Ça n'est pas Dr Vadlasovski, mais un petit peu quand même. Oui, c'est vrai. Alors... C'est-à-dire que ces cadences infernales, en fait, elles ne correspondent pas à la psychologie, à l'âme, mais aussi à la biologie du corps humain, qui est fondée sur une notion médicale fondamentale qui s'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le fait que, comme une sorte de chauffage, de radiateur, le corps humain se remet toujours en équilibre, recherche toujours l'équilibre, et donc effectivement, tout ce qui perturbe son équilibre doit être aussitôt rééquilibré. Voilà. Or, nous sommes peut-être pris dans des processus sociaux qui perturbent profondément l'homéostasie naturelle du corps humain. Je résume bien ? Et oui, parce que moi je définis l'être humain comme un homo rhythmicus, justement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est-à-dire que c'est parce que les rythmes sont tellement justement obscurcis, accélérés, ont disparu, qu'il faut retrouver des rythmes d'une certaine naturalité en nous. Absolument. Et c'est des espacements qui doivent se créer vers la nature, vers le monde, vers le corps, vers les arts et d'autres formes d'expression qui nous feront du bien. Alors nous feront du bien. Vous êtes l'un des intellectuels français, et je vous connais bien, les plus féconds, parce que vous mélangez les niveaux d'approche, mais aussi, au bon sens du terme, les disciplines. C'est rare que des personnes mettent en relation leur expérience de musicien, vous êtes batteur en l'occurrence, leur expérience de professeur et de penseur, et leur expérience aussi, votre connaissance, qui n'est pas mauvaise, de la médecine et de la biologie. Je vous en remercie. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes face à cette problématique-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les rythmes sociaux obligatoires ne détraquent pas la biologie, tout simplement, des corps humains. Oui, et c'est pour ça que justement, je ne fais pas justement un texte uniquement consacré, par exemple, à l'écologie comme quelque chose qui serait... C'est pas du tout ça mon propos. C'est de dire qu'effectivement, dans le monde de la nature, il y a des rythmes qui sont déjà là depuis très longtemps. Les rythmes des arbres, le rythme du chant des oiseaux. C'est pas des choses, si vous voulez, simplement romantiques ou utopiques. C'est pour vraiment dire qu'on a autour de nous des moyens de se repérer. Alors, on a besoin de repères. Vous êtes philosophe et donc vous savez bien qu'effectivement, il y a toute une partie de la réflexion philosophique qui est ontologique, c'est-à-dire qui réfléchit à ces espèces de permanence de la situation de l'homme dans le monde. Dans votre cas, j'ai ce sentiment, donc je le livre très librement ce matin à l'antenne de Radio J, que votre lecture approfondie de l'œuvre d'Édouard Glissant a dû aussi vous sensibiliser particulièrement à cette dimension de notre réalité. Oui, parce qu'il faut rappeler effectivement Édouard Glissant, poète, romancier, philosophe, penseur du tout monde et philosophe de la relation, qui montre effectivement que la diversité du monde peut nous ouvrir justement des champs d'horizon parce qu'on ne les connaît pas forcément, parce que des cultures nous semblent lointaines. Et donc, voilà, je pense que le rythme relation, c'est quelque chose qui nous fait vivre en fait tout simplement. Et on en a besoin. Simplement, cette relation a disparu et gommée par tout ce qui la martèle aujourd'hui. Et il faut retrouver un rythme relation en cohérence avec soi-même d'abord, avec son propre vécu, avec ses propres centres d'intérêt. Alors vous êtes comme moi un lecteur de Marx, même si on n'est pas des marxistes, mais enfin vous connaissez cette œuvre. Il y a une réflexion évidemment chez Marx aussi sur le travail aliéné, cette espèce d'émiettement aussi des perceptions quotidiennes. Totalement. Le rythme relation, c'est l'inverse, c'est-à-dire retrouver une sorte de sens de sa propre totalité. Oui. Se recomposer comme être total, moins décomposé qu'on ne l'est dans la vie quotidienne d'aujourd'hui, disons. Bien sûr. Je résume bien les choses. Oui, vous avez tout à fait raison. Je reprends l'exemple des temps modernes ou de Chaplin, etc. pour dénoncer, ça c'est très connu, cette forme effectivement d'accélération de l'industrialisation, etc. Mais le rythme
rythme-relation me semble quelque chose qu'on peut mettre en pratique avec soi, autour de soi, dans son travail, dans son champ de vie personnel, affectif, émotionnel. L'émotion étant quelque chose d'important dans la relation. Et c'est ce qui fait aussi que ce livre s'adresse aussi à la manière dont on peut aujourd'hui essayer de trouver des espaces de liberté tels qu'on souhaite justement les mettre en pratique dans nos expériences quotidiennes. Alors j'ai envie de vous demander, parce que comme vous en faites pas du tout mystère, vous êtes batteur dans plusieurs disciplines d'ailleurs de la musique, que je connais pas si bien que cela, je suis absolument honnête avec vous. Oui, j'aurais pu vous ramener un disque, par exemple, écoutez, ou une maquette, j'en connais en un tout peu, cas. mais moins que vous. Oui. Hein. La pop, le rhythm and blues, la soul music, bon, vous êtes batteur. Est-ce que justement cette pratique, déjà ancienne chez vous, de la batterie, c'est un peu votre soupape de respiration par rapport à la vie moderne que nous évoquons, Alyosha Vlasovsky? Bah oui, c'est vrai que la batterie, alors l'expérience du batteur, c'est celui qui maintient le rythme dans un morceau et qui est souvent effectivement en retrait. Vous savez très bien qu'il y a le chanteur, le solo, le guitariste, etc. La session rythmique, c'est basse-batterie, qui est plutôt de côté évidemment. On connaît certains très grands batteurs comme Charlie Watts des Rolling Stones, qui nous a quittés récemment, mais qui est un batteur essentiel, avec une certaine nonchalance d'ailleurs dans le jeu rythmique, alors qu'il est très nonchalance, vous avez raison. Oui, qu'il y a quelque chose dans son style. Qui n'empêche pas que c'est peut-être celui qui a le lead en fait. Exactement, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le tempo, c'est quelque chose qui est une sorte de pulsation, mais qui a aussi sa propre subjectivité. Vous savez, on pense qu'un rythme, c'est quelque chose qui est répété, qui est ordonné, qui est mécanique. Le rythme n'est pas mécanique. Le rythme est subjectif, vital, émotionnel, essentiel, même dans la musique, justement. Alors, j'avais envie de vous opposer un argument d'ordre finkielkrautien, pour vous faire sourire. Il y a une partie de la pop musique qui est simplement mécanisée, pour le coup. Et d'ailleurs, qui est développée de cette manière-là, sérialisée sur la planète entière. C'est les mêmes rythmes partout, c'est des battements accélérés du cœur, c'est pas très original, non? C'est un peu lissé, vous voulez dire. D'une certaine façon, le rythme, du coup, devient quelque chose d'absolument neutre. J'allais vous faire d'une manière extrêmement cash, c'est un peu boum, boum, boum partout sur la planète. On a cette impression-là aussi, dans une partie de la pop musique sérialisée, planétarisée. Oui, comme on peut l'avoir dans différentes formes. Ça vous choque ce que je dis, non? Non, pas du tout, vous avez raison, mais bien sûr, mais comme toute forme d'art aussi, hein, il y a aussi cet aspect, effectivement, monde du spectacle ou commercialisation. On peut arriver à une certaine forme de comment dire, de monotonie presque. Justement, le rythme devient monotone à force d'être répété et identique partout. Mais le rythme du blues n'est pas le même que le rythme du jazz, n'est pas le même que le rythme de la salsa. Chaque musique a son rythme, son swing, son style. Et je compare aussi d'ailleurs le rythme des joueurs de tennis. Absolument. Federer, Nadal, Djokovic, je fais une analyse précise. Quel rythme ont-ils créé dans leur jeu? Ils n'ont pas du tout le même rythme. Donc les grands sportifs, les grands musiciens, ou en tout cas les artistes dans leur ensemble, essayent de chercher leur rythme. Mais je pense que vous prenez l'exemple de David Guetta, moi je trouve qu'il a en tout cas... DJ, hein, voilà, célèbre DJ, voilà. Il a quand même trouvé un rythme qui fait danser toute la planète. Alors peut-être qu'on est effectivement dans une forme d'uniformisation et de standardisation du rythme, mais quelque part, en tout cas, il arrive à toucher ce qui fait que nous sommes tous porteurs d'un certain rythme et il le révèle en nous. Alyosha Vlasovsky, vous m'avez formidablement répondu. À chacun son rythme, c'est votre nouveau livre, Petite philosophie du tempo à soi aux éditions Le Pommier. Malheureusement, le temps nous presse ce matin, c'est passionnant. J'aimerais qu'on finisse par votre domaine de départ, avant que vous deveniez un célèbre batteur, qui était quand même la philosophie. Dans son rapport intense à la musique, le philosophe Gilles Deleuze évoque une cartographie des variables, soit, écrivez-vous, une approche concrète des enjeux du rythme musical. Il rapproche le rythme de l'idée, je cite, d'un temps non pulsé. Qu'est-ce que c'est un temps non pulsé? Ah oui, alors c'est justement ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire le temps, le rythme ne retombe pas toujours sur ses pattes au même endroit, au même moment. C'est ce qui fait que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on peut trouver des formes d'échappée et d'appropriation du rythme. D'ailleurs, toute la littérature, vous voyez, la musique de la langue, vous qui aimez aussi la littérature, la poésie, vous connaissez très bien, vous savez très bien qu'il y a un rythme qui est singulier, mais qui est toujours à la fois fragile, sur le fil, jamais définitif, jamais complet. Et donc, nos vies, elles sont effectivement dures, difficiles, complexes, mais si on arrive à trouver certains moments où ce rythme, justement, sort de la pulsation classique, de la pulsation ordinaire, ça permet effectivement d'être heureux, des moments de bonheur, des moments de création, des moments de partage. C'est ça le rythme-relation. Alors vous y croyez vraiment, sincèrement, profondément à cette possibilité pour l'Occident déboussolé d'aujourd'hui de retrouver son rythme? Je suis persuadé que d'abord c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit essayer de mettre en place, qu'on peut faire. Et oui, je suis persuadé qu'on va réussir à le trouver. Merci pour cette parole d'espérance, Alyosha Vlasovsky. Merci à vous. Merci d'avoir fait un tour par Radio J, c'était passionnant. Alors maintenant, il faut vous lire, hein. À chacun son rythme, petite philosophie du tempo à soi aux éditions Le Pommier. On vous souhaite un excellent Shabbat, ainsi qu'à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Shabbat Shalom. Excellent Shabbat à tous.